très loin, c'était le plus gros défi de ma carrière en tant que coach. En fait, il faut comprendre un truc, c'est que pour gagner, il ne faut pas perdre. Oui, j'aurais pas pris ce risque, oui, c'est trop dangereux, oui, vous faites ça. Mais c'est le combattre, c'est dangereux. J'aurais pas fait, et c'est pour ça que t'es pas combattant de haut niveau. Ils ont commencé à me dire dans le coin, commence à t'amuser, commence à dérouler. En vrai, je lui dis pas ça. Je lui dis même l'inverse. Donc effectivement, c'est un fou furieux. Baki, c'est un excellent striker, c'est un excellent lutteur, et il est bon au sol. Bienvenue sur Boxing Academy pour le game plan de Nicolas Hott. Bon, de très loin, c'était le plus gros défi de ma carrière en tant que coach, forcément. Affronter une légende comme Israël Adesanya, pour moi, c'était aussi le plus gros défi franco-français. Donc c'était un puzzle qui était très intéressant à tenter de résoudre. Israël Adesanya, il a à la fois un style qui est très imprévisible et en même temps, quand tu passes suffisamment de temps à regarder ses vidéos, en fait, il a des patterns qui répètent selon les gardes dans lesquels il se situe. Et donc, on avait réussi à vraiment bien identifier. Et après, le deuxième défi, pour quelqu'un comme Israël Adesanya, c'est de trouver un sparring partner qui puisse lui ressembler. Il y a une chance incroyable, c'est d'avoir Hassan sur le camp d'entraînement. Et Hassan, c'était la réplique parfaite d'Israël Adesanya. Et donc, toutes les problématiques qu'il a pu amener pendant le combat, c'est les problématiques qu'on avait déjà vues à l'entraînement. Il y a deux choses qui sont très intéressantes sur ce premier passage. Déjà, on a cet aspect de changement de garde dont on vient de parler. Et on savait que dans cette garde-là, Adesanya, donc en gaucher, il commence le round en gaucher. En gaucher, principalement, il va envoyer les kicks. Il va très peu boxer quand il est en gaucher. En droitier, il boxe. En gaucher, il envoie les kicks. Il maintient la distance avec le bras avant. Nas, il applique parfaitement le game plan, c'est-à-dire contrôler la main avant et ensuite utiliser ce side kick pour gêner. Comme Israël, il est gêné, il passe en droitier. Et ce qui est marrant, c'est que la combinaison qui démarre Nassour juste à ce moment-là, c'est exactement la combinaison avec laquelle il va le terminer à la fin du combat. Sauf que cette combinaison, elle est suivie quoi? Elle est suivie de lutte. Et ça, c'est une des décisions aussi qu'on avait prises pendant le camp d'entraînement. C'est-à-dire que qu'il faut comprendre avec Israël, c'est qu'il a des segments qui sont très grands. C'est-à-dire qu'il fait 1m90, mais il a plus de 2 mètres d'allonge. Et donc, sur un style in and out où tu rentres et tu sors, quand tu sors et que quelqu'un a une allonge aussi grande, tu te fais contrer à la sortie. Donc, une des décisions qu'on avait prises, c'était de pas sortir. Il y a plusieurs façons de pas sortir. Une façon qu'on voit là, c'est de coller. L'autre façon, c'est de se décaler, prendre un angle. Et là, ce qu'il fait, Nassourdine, il choisit de coller et d'aller tester la lutte, de voir si c'était facile ou pas de l'amener au sol. Il y avait deux intérêts à ça. Un, diminuer le niveau de striking, parce que quand il y a le danger de la lutte, ça diminue le niveau de striking. Et deux, si jamais il y avait l'amener au sol, faire des dégâts, peut-être le soumettre ou remonter debout si jamais la lutte était trop compliquée. À l'UFC Paris, par exemple, c'est un endroit où la voix porte beaucoup moins, parce qu'il y a beaucoup de bruit et fatalement, c'est une chance dans ces environnements-là d'avoir des fighters qu'on connaît très très bien, qui sont très intelligents et qui ont la capacité de s'adapter eux-mêmes pendant le fight. Et de toute façon, ça c'est un fait, hein. C'est-à-dire que le coach, il est là pour aiguiller pendant le fight, mais l'essentiel de la préparation, elle a été faite pendant les semaines d'entraînement et c'est à ce moment-là que ça s'est passé. Et ensuite, pendant le fight, c'est juste rappeler aux combattants les orientations vers lesquelles aller. Nassourdine, ça a toujours été quelqu'un, en tout cas pour ma part, qui a été très à l'écoute. C'est pour ça que je pense qu'on a pu travailler aussi bien et progresser aussi vite. Il a toujours été très 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 à l'écoute. Après, ce qui s'est développé avec le temps, c'est une relation de confiance. C'est-à-dire qu'un combattant, il t'écoute, il voit si ça fonctionne. Si ça fonctionne, il te réécoute. Si ça fonctionne pas, il a tendance à moins t'écouter. Et donc cette relation de confiance, elle s'est renforcée au fur et à mesure du temps qu'on a passé ensemble et des combats qu'on a fait ensemble. And now look at him, he's back out, he's smacking the center of the octagon right now. Encore une fois, Nassourdine, c'est un exemple d'écoute. On entend que je parle du jab, il met le jab. Je lui dis que le haut du corps, c'est pas forcément la solution. Il le sent. C'est ça qui est dur, hein. C'est cette alchimie où je le dis, mais aussi il le sent. Et du coup, on repart. Et effectivement, on avait vu que sur ces profils très longilignes, parfois c'est dur de les avoir sur le haut du corps, alors que quand tu descends bien, par exemple, au niveau des genoux, c'est beaucoup plus facile. Il crée l'incertitude avec ces changements de niveau, avec je descends, je remonte avec l'uppercut, je descends vraiment pour t'amener au sol, je boxe. Il crée un combat qui est beaucoup plus incertain qu'un combat classique de kickboxing. Où on sent déjà la volonté de Nassour d'accélérer. C'est-à-dire que les coups ils sont plus rapides, il y a plus de pression en termes de distance, il y a plus d'activité, utilisation de la jambe avant, utilisation du bras avant. Le pressing offensif, il est fort, c'est-à-dire que avant de démarrer, la position des jambes, c'est comme ça qu'on voit le pressing.
Nassour, il avance sur Adesanya, donc il le met dans une position inconfortable parce qu'il réduit son espace. Et en réduisant son espace, il l'oblige à changer de garde. Et au moment où il change de garde, on avait déjà vu que Adesanya, c'était un moment où il avait des faiblesses qui étaient exploitables. Mais au moment où il change de garde, la vitesse de Nassour et le niveau de striking fait qu'à ce moment-là, il accélère et il part sur cette combinaison qui est magnifique, une combinaison de 4 coups, où il le touche 2 fois, il le touche une première fois, il le suit et ensuite il le touche une deuxième fois contre la cage. Et ensuite, il suit encore parfaitement contre la cage parce que ce qu'on voit, c'est que même quand l'arbitre se rapproche, il est en train de prendre une back mount, c'est la position la plus forte, ou une prise de dos avec les crochets. C'est ce qu'il a à la fin Nassour, où il est en train de frapper en même temps. Et c'est-à-dire que même si Marc Goddard n'avait pas arrêté le combat, Nassour aurait probablement terminé soit avec les frappes, soit avec l'étranglement arrière. Ça, c'est un exemple de lucidité qui est hallucinante parce que non seulement il fait la combinaison, dans sa combinaison, il y a un moyen défensif, c'est-à-dire qu'il y a une esquive. En plus, il y a une précision qui est très, très, très impressionnante. Et en plus, il y a un follow-up, c'est-à-dire il suit pour aller chercher une position dominante qui fait que même si l'arbitre n'avait pas arrêté le combat, il aurait pu suivre après. Donc masterclass, encore une fois, pour moi, la plus grosse prestation de l'histoire du MMA français. Heavy hands from the French fighter there already. Oh, this is not going the distance. Yeah, I can't see it, to be honest. Not a chance. Oh, big inside low kick there. Nice uppercut from Big the punch to this Englishman. French kid. Ce qu'on a dans ce combat, ça touche encore avec le bras arrière. Ce qu'on a dans ce combat, c'est un jeune Alexis, qui n'a pas la maturité d'Alexis d'aujourd'hui, qui fait sa transition vers le kickboxing et qui fait sa transition au Mahmoudi aussi, qui est un style de boxe dans lequel il y a beaucoup de pression qui est mise en avant. Et donc il est en train de trouver son style, c'est-à-dire qu'il vient de la boxe française dans laquelle il y a beaucoup de déplacements. Il arrive au kickboxing où on lui recommande de mettre beaucoup de pression, avec des coups en anglaise, des coups avec les pieds, etc. Tu sais, le curseur, quand tu as une nouvelle chaîne IFI, tu mets le son fort, au début il est trop fort, après tu le mets pas fort, il est pas assez fort, et après tu trouves le juste milieu. Et là il est dans cette recherche où pour l'instant le son il est un peu trop fort. Et donc ce qui se passe c'est qu'on est en Angleterre, tous les combattants français qui ont combattu avant ils ont perdu. Soit ils ont perdu réellement, soit ils se sont fait voler à la décision. Il y a une mauvaise ambiance dans le coin des Français. Et donc lui il y va et il y va déterminé, avec cette volonté de tout gagner. Il voit qu'il trouve la solution avec la droite, qu'il insiste sur la droite, mais ce qu'on entend, on m'entend crier « lève les mains », parce que j'ai cette frayeur que dans cette bagarre qu'il est en train de mener, ils prennent un mauvais coup. Parce que la garde, le système défensif, il n'est pas aussi performant. Alexis va à la guerre, quoi. Il insiste avec son bras arrière, ça touche, ça retouche, ça touche, jusqu'au moment où il le met KO, il le met knockdown sur cet extrait. Toi, tu veux le laisser dans les meilleures conditions possibles, mais en même temps, on a eu plein de combattants qui nous disaient, des fois, on a le sang dans les yeux, et toi, tu as été combattante. Ce moment où tu sais que tu peux finir, à ce moment-là, est-ce que pour toi, c'est important de rappeler les fondamentaux pour laisser des petites pièces, ou alors, faut laisser quand même place à cette petite folie pour aller chercher le finish? Il y a un peu des deux, il faut faire confiance à son combattant, et en même temps, on n'est jamais à l'abri de se faire contrer. Et le contre, c'est quelque chose qui est très dangereux. En fait, il faut comprendre un truc, c'est que pour gagner, il ne faut pas perdre. Et donc, si on enlève la possibilité de perdre un combat, là ensuite, on peut facilement imposer ses armes pour gagner. Donc, tu vois, tout à l'heure, quand on parlait de Nassour, je parlais de la beauté de l'exécution du geste parce que il y avait dans le système offensif, donc dans le contre qu'il a mis, il y avait un système défensif, il y avait une esquive et un passage sur l'angle. J'ai pas de problème avec le bras arrière, mais si tu mets le bras arrière, je veux qu'il y ait un système défensif qui soit performant après. Et après, parfois, il y a des trucs, le coach, il le voit pas. Le combattant, il a vu quelque chose que le coach n'a pas vu. Mais le coach, il doit préserver le combattant. Il arrive, donc il travaille avec sa jambe avant, qu'il a une super jambe avant. Il enchaîne avec les poings, ça touche. Et t'as l'arbitre qui le jette par terre. Moi, mon rôle à ce moment-là, il y a deux possibilités de réagir. Il y a la première possibilité qui est je deviens furax et je m'énerve contre l'arbitre. Et pour moi, je sors de ma position de coach et je sors le combattant de sa position de combattant. Et pour moi, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est comment on peut être le plus calme et lucide possible pour gagner ce combat. Il ne faut pas se faire prendre par les émotions. Pourquoi? Parce que est-ce que je conduis mieux quand je suis énervé et qu'il y a la musique à fond ou quand c'est calme et que je suis serein? Quand tu regardes les pilotes de rallye, les pilotes de F1, ils sont très calmes au volant. Ils ne sont pas là en train d'écouter une musique de rock'n'roll à fond et en train de s'exciter sur le truc. Tu regardes, ils sont super calmes alors qu'ils sont à 300 km/h. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est être le plus calme possible. Et donc à ce moment-là, effectivement, il y a Alexis qui ne comprend pas comment il s'est fait jeter au sol, qui est déboussolé. Je ne sais pas si on va m'entendre, mais je pense que je lui dis, c'est pas grave, reste calme.
coup de genou sauté. Ah ouais, là, il était en furie. Il veut se faire plaisir, en fait. Il veut se faire plaisir. Il a touché, il sait qu'il est au-dessus. Il veut se faire plaisir. Il ne faut pas oublier que pour le coach, on doit rester serein. On doit mettre en place une tactique. On doit tout faire pour gagner. Mais pour le combattant, c'est aussi son moment de gloire, son moment de kiff. Et donc, s'il veut se faire plaisir et qu'il se fait plaisir sans se mettre en danger, bah vas-y, fais-toi plaisir. Tu vois, c'est ton moment. Ton entrée, c'est ton moment. L'après-combat, c'est ton moment. Tu as fait tous ces sacrifices. C'est le moment où tu dois profiter de tout ça. Il met de la folie dans son jeu. Le public aime bien. Lui, il est content. Et il finit les combats comme il faut. Donc, ouais, c'est magnifique. C'est une belle victoire. En fait, il faut avoir une résilience au stress qui est très importante. Il faut avoir la capacité de dire, quand je vais arriver dans une compétition, il va se passer des choses auxquelles je ne suis pas prêt. Et c'est pas grave. Comme quand j'arrive sur la route, parfois il y a un trou dans la route, parfois il y a un obstacle. Bah, tu contournes l'obstacle. Mais t'es pas là en train de râler. Ouais, comment ça se fait? J'ai pris ce chemin, il y a un trou, il y a un obstacle. Ça fait partie du jeu en fait. T'as prévu que tout va pas se passer comme prévu. Et donc, ça glisse. Par contre, si tu t'es mis dans un mode, il faut qu'il n'y ait rien qui se passe différemment de ce qui est prévu, t'as déjà perdu d'avance. Parce que ça va pas se passer comme prévu. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de kickboxers que de Muay Thai qui vont en MMA? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la première défense de takedown, c'est le déplacement. Le déplacement et le positionnement des appuis. Et donc, en Muay Thai, comme tu veux produire beaucoup de puissance et bloquer, globalement, la plupart des combattants de Muay Thai, ils sont sur place et ils ont les jambes relativement parallèles. Et donc, avoir les jambes parallèles et être sur place, c'est un très mauvais moyen de défendre la lutte. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus facile de faire la transition de manière générale pour les kickboxers que pour les boxeurs thaï. Et il y a un autre combattant qui a fait cette transition, c'est Yacine Bouganem. Tu peux regarder directement le premier extrait, que je trouvais assez parlant dans ce combat. Yacine, tu vois, c'est exactement ce qu'on disait juste avant, quand on parlait de la capacité à aimer la lutte, et notamment certaines phases de lutte. Et Yacine, il est tombé amoureux de ce travail-là qu'il est en train de faire, donc le body lock, le genou bloc, là c'est le mouvement qu'il vient de faire quand il fait tomber au sol. Et ensuite, on appelle la quadrupédie, et notamment tout ce qui est rider, tout ce qui est surfer sur l'adversaire à ce moment-là, tout ce qui est l'empêcher d'avancer. Et donc on a Yacine qui est dans un combat contre un kickboxer sur lequel Yacine il a un niveau de pied-point, de striking qui est bien supérieur à lui. Et pourtant, il choisit, parce que cette dimension, il a tellement pratiqué à la salle, c'est une situation dans laquelle il est confortable maintenant, il choisit d'aller dans cette dimension pour s'imposer de manière encore plus facile et rapide. Je peux mettre le deuxième extrait. Et donc il l'amène au sol, de manière magnifique, quoi. Body lock, passage dans le dos, genou bloc, amené au sol, c'est vraiment un classique du MMA. Là, il est en train de le contrôler au sol, c'est quelque chose qui fait très très bien à l'entraînement. Donc il le contrôle, son adversaire se relève, il le recontrôle à nouveau. Et puis là, il va prendre, tout à l'heure on a parlé de la back mount, la position la plus dominante du MMA. Là, il arrive en back mount, la position la plus dominante du MMA. Il aplatit les hanches, ce qu'on disait tout à l'heure pour Nassourdine contre Adesanya. Et puis il entame l'étranglement arrière. Et Yacine, la légende du Muay Thai, finit son combat par étranglement arrière. Et ça, pour moi, ça c'est magnifique, quoi, parce que c'est l'aboutissement de tout le travail qu'on a pu faire ensemble. Le fait d'apprécier et travailler certaines techniques, ça donne envie de les exploiter le jour du combat, parce que tu te sens en confiance. C'est ce qu'il a fait, et ouais, non, c'était magnifique de le voir faire ça. Delphine Benwesh, comment toi tu l'as découverte? Comment vous avez créé cette connexion en fait? En fait, Delphine, moi j'étais entraîneur de l'équipe de France de MMA. Elle fait vice-championne de France de MMA. Elle fait une guerre avec la championne de France de l'époque, Mathilde. Mais à l'époque, elle a 2 ou 3 combats de MMA. Et on fait un rassemblement de l'équipe de France pour préparer, pour voir qui va partir au championnat d'Europe. En fait, on décide de descendre Delphine Benwesh d'une catégorie. C'est Johnny Frachet qui me la présente. Et ce qu'on dit, c'est Mathilde, on va te mettre dans la catégorie des moins de 57 kilos. Et Delphine, on va te mettre dans la catégorie des moins de 52 kilos. Et comme ça, on peut envoyer 2 Françaises au lieu d'une seule Française. Delphine, elle accepte le défi. Elle vient à ce rassemblement et c'est là que je la rencontre, la première fois. Et puis ensuite, ont lieu, il me semble que ce sont les championnats d'Europe. Et ensuite, elle fait les championnats du monde. Et championnat du monde, pareil, je me retrouve dans son coin. Elle fait 2e au championnat du monde. Et là, on commence à se voir plus. Elle passe à la salle. De là, on a le projet de gagner les championnats du monde. Donc, elle commence à faire de l'entraînement bi-quotidien. Elle commence à s'entraîner le matin avec moi, au Mamoudi. Et on choisit un parcours pour préparer les championnats du monde. Championnat de France, combat en Allemagne, combat à Tours, combat en Angleterre, où elle prend la ceinture amateur des Cage Warriors.
Et ensuite, elle se rend au championnat du monde, avec tout ce travail de préparation tactique aussi. Comment faire pour t'imposer contre des adversaires qu'on ne connaît pas forcément. Donc on développe une boxe en pression, une défense de lutte très très bonne. Et on arrive au championnat du monde et elle gagne son premier combat, elle gagne son deuxième combat, elle gagne son troisième combat. Elle arrive en finale, elle a 2 doigts de gagner la finale et on a une décision partagée. Donc c'est-à-dire qu'il y a un juge qui donne Delphine vainqueur, 2 juges qui donnent l'adversaire vainqueur. Et qui est une décision qui est extrêmement contestée de tout le public français, de tout le public local, enfin de même des prestataires IMAF, etc. Elle avait déjà fait vice-championne du monde, mais elle avait fait vice-championne du monde sur 2 combats. Elle a fait vice-championne du monde sur 4 combats, avec 3 victoires, pour moi 4 victoires. Et c'est comme ça qu'elle boucle son chemin amateur. Et c'est comme ça que moi aussi, je boucle mon chemin amateur. On fait champion du monde avec Souil Areski, qui fait champion du monde junior. Et pour moi, c'est un peu la fin d'une boucle et c'est le moment où je dépose les armes d'entraîneur de l'équipe de France et je me consacre uniquement à mes professionnels. Donc là, ouais, c'est le premier combat Arès de Delphine. Et elle affronte Mélissa Simplicio. Simplicio, c'est une experte du sol qui est classée 70e mondiale, donc très bien classée mondialement. Et on a Delphine qui est très méthodique sur son approche en boxe anglaise, une très belle boxe. Il faut savoir que Delphine elle a fait championne de France classe B en boxe anglaise. Elle fait de la boxe anglaise tous les soirs. Et là, elle saisit le clinch tie, qui est une arme qu'on a beaucoup travaillé, et elle tente de lui mettre un coup de genou au visage sur ce truc. Donc il y a à la fois la boxe anglaise avec la défense de lutte, le clinch tie avec la volonté de punir sur le clinch tie et reprendre la distance. C'est très méthodique, c'est très professionnel, il y a une progression qui est énorme, quoi. On a un travail au corps en anglaise qui est magnifique. On a encore ce travail de contre de la lutte avec le sweep. T'as vu, hein, le sweep taille, léger sweep, mais elle lui met un petit sweep qui la fait tomber sur le mouvement de rotation. Et puis on a ce travail de punition sur la boxe anglaise avec des appuis bien ancrés au sol. C'est magnifique, hein. Elle fait une feinte où elle descend de niveau, elle a touché pas mal de fois au corps et elle remonte avec son bras arrière en ligne qui touche de manière magnifique. Ça, c'est un ajustement qu'on cherchait à avoir depuis longtemps. Je conseille de se calmer, de ne pas s'exciter. Tu vas regarder, elle va faire un petit signe de tête, un petit hochement de tête où elle dit oui, oui, j'ai compris. Esquive remise avec le bras arrière, encore magnifique. Elle ne se précipite pas, c'est vraiment quelque chose de professionnel. Elle suit avec le bras arrière qui touche encore une fois parce que les pieds sont ajustés. Et là, jab au corps. Et elle remonte avec. Ça c'est fabuleux parce que faut comprendre que avec son entraîneur de striking, de boxe anglaise, avec H, ils ont beaucoup travaillé sur cette combinaison, travailler au corps pour remonter à la tête. Donc elle met ça. Et elle cumule ce travail de corps-tête avec ce travail que nous on avait mis en place, qui était un travail de feinte de lutte pour remonter avec l'uppercut, comme tu l'as vu tout à l'heure avec Nassourdine. Voilà, Star is Born, c'est magnifique. Il y a la reine qui s'enflamme. Delphine est super contente. Le travail est accompli, travail d'équipe. C'est beau, quoi. Allez, on est parti. C'est parti. 3 rounds de 5 minutes. Premier low kick pour Benoît Saint-Denis. Écoute, tout le monde a toujours un avis sur Benoît. Tu vois, mais la réalité, c'est que le premier round, pour quelqu'un, Benoît, qui travaille avec moi depuis 3 mois seulement, c'est l'exécution parfaite de ce qu'on a travaillé ensemble. Il met le calf kick, comme on l'a vu sur les vidéos. Il change de niveau, il amène au sol. À partir de là, il prend le dos, ce qu'on a vu avec Yacine tout à l'heure, la quadrupédie, ce que tu retrouves avec beaucoup de mes combattants. Et à partir du moment où il prend le dos, il garde le dos et de tout le round, il prend 0 coup et il le garde ici. Et à un moment, je trouve que les gens ils sont durs avec Benoît parce que faire ça, ce niveau de confiance et d'exécution de game plan sur un adversaire qui a été changé il y a 1 semaine et sur un coach avec lequel tu travailles depuis 3 mois, c'est dur, c'est très très dur. Et lui, il a la capacité de le faire. Donc effectivement, c'est un fou furieux. Effectivement, il aime la bagarre, il aime y aller. Et il a un dicton qui ose gagne et on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Mais quand même, c'est beau ce qu'il fait, quoi. Le fait qu'il respecte autant le game plan sur le premier, ça te permet derrière dans le deuxième de lui dire tu peux un peu plus y aller et un peu plus? En vrai, je lui dis pas ça. Je lui dis même l'inverse. Je lui dis le public te hue, ne t'inquiète pas, au deuxième round, le public va encore te huer, ne fais pas attention à ça. Et en fait, ce qui se passe, si tu regardes bien le début du combat, c'est qu'il n'est pas à bonne distance, Benoît. Il essaie un truc, ça marche pas. Il essaie en fait le calf kick que je lui avais recommandé
Mais comme il n'est pas à bonne distance, il se fait contrer. Il le fait une fois, il se fait contrer, il le fait 2 fois, il se fait contrer. Et là, il switch, il dit vas-y, tu sais quoi, je vais utiliser ma boxe, je vais aller à la guerre. Il utilise sa boxe, il va à la guerre. Il coince le mec contre la cage. Et là, il écoute à nouveau. Donc il a une petite phase où il fait sa vie pour trouver la solution et il doit le faire. Et quand il se retrouve contre la cage, il fait un mélange de boxe-lutte, qui est son point fort. Il amène au sol et là, il repart sur une soumission qu'il avait déjà dans son arsenal depuis longtemps, mais en plus sur lequel on avait vraiment en plus insisté. C'est ce qu'on voit, il vient chercher le dos, amené au sol, il écoute. Alors qu'à ce moment-là, il aurait pu rester encore à mettre des coups de coude et tout. Il écoute, il va chercher ça, boum, il a une soumission qu'il a super. Prepolek, il avait été soumis une fois il y a 12 ans par un ex-combattant UFC et le sommet au 2e round. Et là, bah, franchement, bah, on voit mon sourire dans le coin. C'est magnifique, je suis content. Bravo Benoît, quoi. À la demande de Daniel Cormier. Pour le premier round, il fallait que j'écoute un peu mon coach, vous savez. J'adore ça. Il fallait que je lui montre que c'est lui le patron maintenant. Merci à vous, merci à ce public. Ils ont commencé à me dire dans le coin, commence à t'amuser, commence à dérouler. Commence à amener la violence. Gamrot, Hooker, Justin Gaethje, je suis là. Non, lui, il avait envie de lâcher les chevaux. C'est pas forcément moi qui lui a recommandé, mais encore une fois, c'est ce qu'on disait avec Alexis tout à l'heure. C'est un combattant, c'est son moment de plaisir. Il sent des choses que moi je vois pas forcément. La grandeur d'un combattant, c'est le fait qu'il y a une prise de risque inhérente au fait d'être combattant. Et tu sais, très souvent, tu as les gens sur Internet. Oui, j'aurais pas pris ce risque. Oui, c'est trop dangereux. Oui, vous faites ça. Mais c'est le combattre, c'est dangereux. Donc, j'aurais pas fait. Et c'est pour ça que tu n'es pas combattant de haut niveau. Et lui, il fait, et c'est pour ça qu'il est combattant de haut niveau. Être combattant, c'est des grands risques que tu prends pour potentiellement avoir des grandes récompenses. Mais tu es obligé constamment de prendre des risques qui sont énormes. Est-ce que tu penses que le niveau maximum que BSD puisse obtenir, c'est le mix entre le guerrier qu'il est et qu'il sera toujours et le combattant smart fight que tu essayes d'en faire? C'est ça. Moi, j'essaie pas de le rendre moins guerrier. Moi, j'essaie de faire en sorte que quand il est guerrier, il ne s'expose pas au danger. J'essaie de faire en sorte qu'il puisse exprimer toute sa violence et sa bagarre, mais sans prendre de coups. Les call-outs, c'est quelque chose que vous gérez aussi en interne ou c'est vraiment lui qui se lâche complètement? Il y a un mix des deux. C'est-à-dire qu'il y a un mix de on peut en discuter en interne et il y a un mix de Benoît. C'est quelqu'un qui a été énormément autopilote dans sa carrière. Qui a vraiment, il y a plein de moments où c'est lui qui a dirigé plein d'aspects de sa carrière. Et donc, c'est quelqu'un il va discuter. Tu vois, on était au téléphone ce matin ensemble, on discute. Mais il a déjà une vision assez claire de ce qu'il veut. Et donc, quand il prend le micro, il va dire ce qu'il a envie de dire. Son horizon à lui, c'est tout le temps la ceinture. C'est tout le temps affronter les meilleurs, prendre la ceinture. Pareil, une question, comment tu as ce lien avec Baki? Il s'entraînait avec Ramzan, il était copain avec Ramzan. Et Ramzan, je m'occupais de sa préparation physique. Ramzan, il débarque à la salle et un jour, pour faire la préparation physique, et il débarque avec Baki. Baki, il n'est pas connu du tout à l'époque. Quand il débarque dans la salle, je ne connais même pas son nom. Je lui dis comment tu t'appelles, il me dit je m'appelle Baysangour Shamsuddinov, mais les gens m'appellent Baki. J'ai ok, enchanté, et je le fais venir dans ma préparation physique, je l'entraîne avec Ramzan. Et Baki, en fait, il m'avait envoyé un message quelques mois auparavant. Il avait un problème sur le cut, je lui avais répondu, mais je pense même sans regarder son profil, je savais pas du tout qui c'était. Et donc il passe à la salle et puis il vient 1 fois, 2 fois, 3 fois, super sympa, il s'entraîne un peu avec nous, il s'entraîne un peu avec Thomas Loubersan qui passait à la salle aussi à l'époque, etc. Après quelques entraînements, il va au MMA Factory, mais on garde ce lien où il aime bien passer et il est content. Et donc au fur et à mesure des années, quand nous on échange régulièrement sur les réseaux, dans ses préparations, il passe quelques fois s'entraîner avec nous pour des plans spécifiques du combat. Quand il quitte le MMA Factory, puis à un moment, il est sur Paris à 6 semaines de son combat et il me dit Nico, je suis à 6 semaines de mon combat, je veux que tu m'entraînes, je veux que tu me prépares pour Arès. Je suis là, qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi ce que je fais, dis-moi quel est mon emploi du temps. Et de là, on part sur la préparation de ce combat. Session en énergie, c'est parti. Ceinture Arès, des fois Walter en jeu. Baki, culotte Bordeaux. Sabaki, c'est dans ses gènes, tu vois, ce coup d'œil, bras arrière il lui met, bras arrière il enchaîne sur bodylock, il fait l'amener au sol. C'est un truc qu'il a super bien, c'est pas forcément une consigne qu'on a énormément travaillé, mais c'est quelque chose qui permet contre les strikers qui sont un peu explosifs comme Lima, de tout de suite refaire descendre
le niveau d'énergie, de calmer la possibilité du knockout en fait. Et donc c'est très smart, c'est quelqu'un de très intelligent, très réfléchi, Baki. On n'a pas l'impression que Baki il ait peur du tout du sol, il est sûr de ses forces dans cette zone-là. En fait, il y avait des axes de danger qu'on avait identifiés, notamment il roulait sur les jambes et c'était un petit peu dangereux. Et puis on avait identifié que s'il bougeait un peu trop les hanches, ça pouvait être dangereux. Mais l'avantage c'est qu'à l'entraînement, on avait travaillé avec Pierre Manzo. Pierre Manzo, c'est le top français au sol. Et donc on était assez confiant vis-à-vis du temps qu'on avait passé avec des experts français du sol. C'est quelqu'un qui a énormément de capacité au grappling, mais qui n'a pas beaucoup de finition au sol. Et quand on regarde le tail of the tape, il l'annonce comme un striker. Est-ce que toi, t'es d'accord avec cette définition ? Baki, c'est un excellent striker, c'est un excellent lutteur et il est bon au sol. Je pense qu'il a encore des capacités d'amélioration de son sol sur le long terme. On a pas mal travaillé là-dessus d'ailleurs sur le dernier camp. Moi, je le définirais comme quelqu'un de très complet. Dans tous les compartiments, il est compétitif. Et Baki, pour moi, c'est quelqu'un qui va passer En fait, quand il va réunir tous les petits détails qui lui manquent aujourd'hui, il va passer des crans qui vont être des bons. C'est-à-dire que la domination qu'il va avoir sur ses adversaires va être vraiment énorme à partir du moment où il aura fait tout ça. Et ce qui est intéressant dans ce combat, mais ce qui est intéressant dans tous les combats qu'on a vus aujourd'hui, c'est que dans tous ces combats, il y a des finishes. Ce que tu constates, c'est que j'ai une approche très cérébrale du combat, mais j'ai quand même une très grande volonté d'orienter le combat vers des finishes pour pas laisser la possibilité de décision au juge. Parce que là, ce que tu as vu, que ce soit Alexis Barboza, que ce soit Nassourdine Imavov, que ce soit Baki, que ce soit Benoît Saint-Denis ou que ce soit Delphine Benouesh, tu as vu que des finishes sur tous les combats. Des finishes mesurés, dans lesquels on a pris son temps, on ne s'est pas rué, mais dans lesquels on a obtenu le finish au bout d'un moment. Il met le jab, c'est magnifique, il met le crochet, c'est beau, ensuite il se remet à distance, il travaille sur le gazelle punch, et puis un peu plus tard, il va le toucher au corps, il va lui mettre uppercut, crochet au corps, ça va super bien passer, il va le toucher, et après, il va choisir de le finir au sol. Et la réalité, c'est que Lima, il était déjà touché debout avant d'aller au sol. Ensuite, Baki il choisit le chemin de la sûreté, c'est-à-dire de prendre cette position très forte au sol, de le finir là-dessus. Mais je pense qu'il aurait pu le finir debout aussi. Je pense même que ça apportait un tout petit peu préjudice à sa prestation, parce que ça aurait été plus spectaculaire de le finir debout. Mais bon, c'est pas que la recherche du spectaculaire. Déjà, avoir un finish deuxième round contre un adversaire, il me semble qu'il avait une seule défaite, et une défaite qui était une défaite à la décision. C'est-à-dire qu'il n'avait jamais été fini. Et là, dès le deuxième round, c'est-à-dire pas tard dans le combat, dès le deuxième round, il a terminé Baki, donc il a prouvé quelque chose de très fort. Est-ce que tu peux te voir au long terme avec lui, ou vous faites étape par étape, justement ? Moi, écoute, quand on discute avec Baki, moi, tu sais, j'aime bien travailler sur le long terme parce que sur le court terme, tu peux pas construire des choses sur le court terme. Je pense que Baki et moi, on est d'accord sur cette vision long terme. Mais en même temps que j'ai cette vision long terme, je connais la vie et je sais que la vie est faite d'incertitudes. Je prends plaisir à travailler sur le moment présent et à prendre étape par étape, même si j'ai toujours une vision qui est une vision long terme. Est-ce que toi aussi, sur le long terme, tu veux te concentrer sur certains combattants, ou tu vas continuer à essayer de brasser un peu plus large à l'avenir ? La difficulté du coach, c'est que pour chacun de tes combattants, c'est intéressant d'avoir d'autres combattants qui sont des combattants qui sont complémentaires, qui leur permettent de travailler. Dans ce paradoxe-là, plus tu as de combattants, plus il faut t'occuper de personnes et moins tu as de temps pour tes combattants phares que tu dois faire progresser. Donc il faut réussir à trouver un système dans lequel tu as des coachs qui t'aident et qui accompagnent ces combattants qui sont en formation encore, pendant que toi, tu te concentres plus sur les combattants qui sont déjà à haut niveau et sur lesquels tu as le levier de progression qui est le plus important. Comme je disais tout à l'heure, tu peux pas réussir seul, il faut être accompagné et il faut être bien accompagné. Aujourd'hui, tu continues à gérer la nutrition et tous ces points-là, ou tu essaies de déléguer sur ces... Non, aujourd'hui, j'essaie de déléguer la nutrition, la préparation physique aussi, même si ça m'est arrivé de le faire avec Nassourdine, Delphine. J'essaie de ne plus le faire ou de le faire le moins possible pour pouvoir consacrer tout mon temps à l'entraînement. Et j'essaie d'être bien entouré de spécialistes en nutrition, en préparation physique, en entraînement, dans les spécialités, la boxe anglaise, la lutte, etc. Et vraiment, c'est la chance qu'on a en France, c'est d'être entouré de spécialistes qui sont fascinants et qui sont super intéressants, que ce soit quelqu'un comme Maxime François sur la lutte, que ce soit quelqu'un comme Luis Mariano sur la boxe anglaise, que ce soit les frères Mahmoudi sur le pied-point. Ces experts de renommée internationale, c'est vraiment l'élite mondiale et c'est des gens sur lesquels je peux me reposer en permanence. J'ai envie de vivre beaucoup de victoires à l'UFC Paris. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vivre, d'y aller et puis de marquer les esprits avec des victoires et des belles victoires. C'était le game plan de Nicolas Hutt. Saying it. You may hear him. Down goes Frazier. That means kill him.